Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous présenter un exposé sur la disqualification sociale. Donc c'est parti. Donc déjà, durant les années 80, le chômage de masse va augmenter de plus en plus et ça va même devenir un problème majeur de la société. Nous allons à présent vous présenter la disqualification sociale. Tout d'abord, la disqualification sociale elle est définie par un processus d'affaiblissement ou de rupture des liens envers les individus de la société et ainsi une perte de protection et de reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un processus de mise à l'écart et de stigmatisation des personnes. La stigmatisation, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on va avoir une image négative de nous à cause des autres individus. En fait, les autres individus vont faire que on va avoir une image négative de nous. Donc ce processus, il a été principalement théorisé par Serge Pogam. Donc Serge Pogam, on voit donc sur notre diapo. Donc c'est un sociologue français qui est né le 9 mars 1960. Il est directeur de recherche au CNRS, donc c'est le Centre national de la recherche scientifique, et il est aussi responsable de l'équipe de recherche sur les inégalités sociales. Ce sociologue, c'est un spécialiste de la pauvreté et du lien social, et il a écrit donc un livre appelé La disqualification sociale en 1991. Donc pour répondre à ce sujet, nous allons faire un plan en 3 parties. Donc tout d'abord, dans un premier temps, on va évoquer la disqualification sociale. Puis dans une seconde partie, on va parler de l'altération de l'identité. Et enfin, dans une dernière partie, on va expliquer les différentes phases du processus de disqualification. Dans cette première partie, nous allons évoquer la disqualification sociale. Comme défini précédemment, la disqualification sociale est théorisée par Serge Pogam. Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'État-providence a pour but de réduire les inégalités et donc d'assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire l'ensemble des liens sociaux qui unissent les individus. De plus, il souhaite assurer une solidarité pour éviter l'exclusion de certains individus. Cette exclusion peut provenir du fait qu'un individu considéré pauvre peut être socialement dévalorisé. Selon Serge Pogam, les individus les plus touchés par la disqualification sociale sont les jeunes, les personnes âgées et les agents économiques considérés pauvres, entre guillemets, par la société. En effet, lorsqu'un individu veut rentrer sur le marché du travail, il peut avoir plus de mal à en trouver qu'un autre individu ayant plus d'expérience. En outre, un individu âgé aura lui aussi plus de mal car il est plus proche de la retraite et cela est donc contraignant pour l'employeur. Cependant, un grand nombre de la population reste touché par ce phénomène. Cependant, l'État-providence n'arrive pas à réduire toutes les inégalités et va alors apparaître la disqualification sociale. Cependant, le processus de disqualification sociale n'est pas forcément dû au chômage. Certains métiers ne garantissent pas un avenir certain, comme certaines personnes travaillent dans un emploi précaire, mais elles pourraient se contenter du chômage pour survivre. Pour finir, certains individus gardent leurs emplois pour éviter la disqualification sociale, telle que nous l'avons vu dans le diaporama, les différentes intégrations. Alors il y en a 3. Tout d'abord, il y a l'intégration incertaine, qui consiste à être satisfait de son travail, mais avec un revenu faible, tel que le SMIC ou moins. Ensuite, il y a l'intégration laborieuse. C'est le fait que le travail est peu satisfaisant pour le salarié, mais il a un revenu correct, par exemple un éboueur. Pour finir, il y a l'intégration disqualifiante avec un revenu faible et un métier peu épanouissant, tel que femme de ménage. Donc, dans cette seconde partie, nous allons évoquer plus précisément l'exclusion sociale et l'altération de l'identité. Tout d'abord, comme nous l'avons dit précédemment, la stigmatisation des individus peut entraîner une exclusion sociale. De plus, certains individus connaissent quant à eux une altération de leur identité. En effet, par exemple, pour les individus qui viennent d'une classe populaire, le fait d'être contraint de solliciter les services d'action sociale pour obtenir de quoi vivre altère souvent leur identité préalable parce qu'ils vont devenir dépendants de l'assistance sociale, c'est-à-dire ils vont devenir dépendants des aides de l'État. Parce qu'ils ne pourront pas vivre sans les aides de l'État, comme des prestations sociales ou comme le RMI ou le RSA. Cependant, les individus de la société de classe supérieure et de classe moyenne, ils vont placer assez régulièrement une étiquette sur les individus ayant de faibles revenus.
c'est ce qu'on appelle le processus d'étiquetage. Mais à cause de cela, certains individus ont alors une image négative d'eux-mêmes et se sentent donc dévalorisés par la société. En fait, ça veut dire que donc les personnes d'une classe moyenne ou d'une classe supérieure, quand ils vont voir une personne bénéficiant, donc ayant de faibles revenus, et par exemple bénéficiant du RMI ou du RSA, ils vont directement placer une étiquette. C'est-à-dire qu'on va, on va leur dire « Ah oui, vous êtes des personnes bénéficiant du RSA ». On va plus les considérer comme personnes, on va juste penser que c'est des personnes qui bénéficient du RSA. Et en fait, ça va, les personnes du coup vont être vont être dévalorisées par la société, ils vont être mises à l'écart par la société et du coup, ils vont se sentir mal eux-mêmes. Et donc, ces individus, selon Pogam, sont appelés assistés. Mais il existe différents types d'assistance. Il y en a 3 au total. Donc, la première, c'est l'assistance différée. Les individus, ils ont perdu tout espoir de trouver un emploi et se sentent humiliés de devoir avoir recours à l'assistance et donc évitent tout contact avec les travailleurs sociaux. La seconde, l'assistance installée, c'est après quelque temps, les individus ils vont prendre conscience. Ils vont s'identifier au statut d'assisté. Et il y a ensuite l'assistance revendiquée, donc la dernière assistance. Les individus, ils font plus d'efforts d'insertion et leur dépendance envers l'assistance est devenue plus forte. Donc pour récapituler, l'assistance différée, les individus perdent tout espoir d'avoir un emploi et ils se sentent humiliés de devoir avoir besoin des aides de l'État pour vivre. Et du coup, ils vont éviter tout contact avec les personnes comme elles. Assistance installée, c'est les personnes qui, dans leur tête, c'est très clair, ils ont conscience qui sont considérés comme assistés. Et enfin, la dernière, la revendiquée, c'est les individus ils vont plus faire d'efforts pour s'insérer et du coup, ils vont compter que sur les aides de l'État pour vivre. Et ils vont même plus essayer de trouver un emploi, ils vont se reposer que sur l'aide de l'État. En outre, il existe un autre type d'individus appelés les marginaux. Ces individus se situent à l'écart du dispositif d'assistance, mais peuvent en bénéficier ponctuellement. Cependant, contrairement aux assistés, eux ne sont pas réprimés par la société. Il existe donc 2 types de marginalité. Donc la première, c'est la marginalité conjurée. C'est des individus qui, après plusieurs années de galère, ont le besoin d'obtenir un statut social et même un emploi. Donc ils vont multiplier les petits boulots, du coup ça va leur permettre d'avoir un minimum de sociabilité. La marginalité organisée, donc c'est la deuxième et la dernière. Les individus décident de ne plus travailler et ont une forme de résistance car ils inventent leurs propres normes et ne se sentent donc pas concernés par la dégradation de leur statut social. En fait, la différence entre assistés et marginaux, c'est que les assistés, ils sont réprimés par la société alors que les marginaux, ils ne sont pas réprimés parce qu'ils ont besoin d'aide de l'État mais ponctuellement. C'est-à-dire que c'est pas toute leur vie ou c'est vraiment que à certains moments. Et pour finir, il y a un dernier type d'individus. Donc là, on a vu assistés, marginaux, et le dernier type, ça va être les fragiles. Il existe 2 types. Donc, il y a la fragilité intériorisée. Donc, c'est les individus qui vont refuser la dépendance. Ils vont donc se replier sur eux et ils vont s'humilier eux-mêmes. Et la négocier. C'est une fragilité qui va concerner surtout les jeunes de moins de 25 ans qui acceptent de recourir temporairement à l'assistance sans ressentir de culpabilité. Donc en fait, les 2 types de fragilité. Donc déjà, ça, sur notre diaporama, tout est récapitulé. Dans l'intérioriser, ils vont se replier sur eux-mêmes, alors que dans la négocier, au contraire, ils savent qu'ils ont besoin d'assistance, mais ça va pas les humilier. Dans cette dernière partie, nous allons évoquer les différentes phases de la disqualification sociale. Il existe 3 phases que nous pouvons retrouver dans notre diaporama sous forme de tableau. La première est la phase de fragilité, qui concerne les personnes bénéficiant d'une intervention ponctuelle de l'État. Leurs difficultés sont d'ordre économique avec un revenu incertain ou irrégulier. Lorsqu'elles doivent demander de l'aide, elles le font, mais un sentiment de honte et de culpabilité apparaît. En général, elles préfèrent garder une certaine distance avec les travailleurs sociaux car elles estiment qu'en demandant de l'aide, elles perdent une certaine forme de dignité. Elles touchent le RMI, qui signifie Revenu minimum d'insertion, et sont persuadées que ce ne sera que passager. Lorsque ces personnes habitent dans des quartiers sensibles, elles le cachent ou rabaissent les autres habitants pour se valoriser. Pendant cette phase, dite temporaire, elles prennent peu à peu conscience de la distance qui les sépare des autres et font l'expérience de la fragilisation des liens sociaux.
La seconde est la phase de dépendance. Ainsi, la phase précédente peut emmener les personnes vers la phase de dépendance aux travailleurs sociaux. La dépendance concerne généralement les personnes vivant de l'assistance, telles que les personnes handicapées, les malades mentaux, les femmes seules avec un enfant, etc. Cependant, avec l'augmentation de la précarité, de nouvelles personnes sont contraintes à ce nouveau statut d'assisté. À cette phase, les personnes ont presque abandonné l'idée de retrouver un travail et prennent généralement un prétexte pour rester dans cette situation. La dernière phase est la phase de rupture. La phase précédente peut amener les individus à une rupture provisoire ou définitive du lien social. Avec la phase de rupture, il y a un arrêt de l'assistance car les individus ne remplissent plus les conditions du RMI. Leur situation se dégrade si rapidement qu'ils vivent de manière marginale. Elles quittent alors leur appartement à cause des dettes et se retrouvent alors à la rue. À ce stade, les chances de retrouver un logement et un emploi sont quasiment nulles. Au-delà de cette fin tragique, il y a des personnes qui retrouvent un emploi et donc un sentiment d'utilité et se réinstallent petit à petit dans la vie active. Nous allons donc à présent conclure notre exposé. Tout au long de celui-ci, nous avons évoqué la disqualification sociale et ses principales phases. Pour conclure ce sujet, nous pouvons donc dire, voire affirmer, que la disqualification sociale, elle existe toujours de nos jours. De plus, de nombreux débats sont au centre de ce sujet. Nous pouvons donc nous demander si certains individus ne profiteraient pas de l'assistance de l'État pour arrêter de travailler.